Les réticences des sociétés européennes en 1914 ne sont plus qu'un lointain souvenir. Effectivement, en 1914, on peut parler d'un consensus pro-colonial et pro-raciste. Rares sont les voix condamnant l'exploitation coloniale à cette date. Et les Européens se pressent de plus en plus nombreux aux expositions coloniales et dans les eaux humains. La conquête coloniale permet en effet d'exalter la nation et sa mission civilisatrice, tout en soudant la population derrière son armée. La colonisation offre également de belles opportunités économiques et administratives pour l'administration civile, mais surtout les militaires. Seule une fraction de la gauche, anarchiste et communiste, dénonce encore la colonisation, mais ce sont des voix isolées. Cependant, si l'adhésion au colonialisme est générale, la connaissance de la colonisation reste très limitée, superficielle et caricaturale. La perception des populations indigènes relève du racisme le plus basique. Ce racisme, inculqué par l'école, est ensuite réactivé par les médias, la presse, les livres, qui donnent une image simpliste des sociétés africaines. Les expositions coloniales propagent un discours impérialiste pour convaincre la population de l'œuvre accomplie. C'est donc l'exotisme et la sauvagerie de ce monde colonial que les gouvernements veulent mettre en scène avant 1914. Pourtant, le regard occidental commence à évoluer avec la découverte à cette époque par certains artistes comme Picasso, Modigliani, Gauguin, des masques et sculptures africaines. Mais le discours des intellectuels est très marqué par une vision raciale des colonisés, qui définit les stéréotypes qui seront dès lors omniprésents dans la culture populaire. Du côté des colonisés, le regard porté sur les Occidentaux est plus difficile à saisir, car nous manquons de sources. Sans aucun doute, le choc de la conquête est brutal, en particulier en Afrique, où les sociétés de l'intérieur du continent sont confrontées en quelques années à la déferlante des militaires, des missionnaires, puis des administrateurs coloniaux. Mais en Asie, en particulier en Chine, c'est un monde qui s'écroule, celui d'une société sûre d'elle, et jusqu'au XVIIIe siècle faisant jeu égal avec les États européens. Comme en Inde, ces cultures millénaires ne sont pas préparées à affronter le choc de la colonisation et la remise en cause de leurs fondements. Ainsi, ces sociétés sont ébranlées sur leur base religieuse, sociale. Elles entrent donc dans une crise profonde qui va bouleverser profondément la société et l'organisation politique. Pourtant, des résistances s'organisent très vite dans de nombreuses régions. En Inde, le Parti du Congrès naît en 1885. Il évolue progressivement vers des positions indépendantistes avec le rôle décisif de Gandhi. En Tunisie, un parti anticolonial naît dès 1907, en Indonésie en 1908. Des intellectuels, des jeunes militants influencés par les mouvements socialistes et la doctrine des droits de l'homme, ou s'appuyant sur les traditions locales, recherchent des voies d'émancipation. Elles peuvent prendre des formes radicales comme la demande d'indépendance, mais se limitent plus souvent à un respect des cultures et coutumes et à une certaine forme d'autonomie économique, politique ou administrative. La résistance anticoloniale est donc en germe, elle est multiple, dépend de ses leaders et de l'influence de ceux-ci sur la population. À côté de cette lente structuration, il y a la maturation d'un mécontentement populaire qui explose parfois lors de révoltes ponctuelles qui s'éteignent aussi vite qu'elles sont apparues, notamment du fait d'une répression sauvage.